notre but aujourd'hui est de sensibiliser le milieu estudiantin, qui est le milieu, j'allais dire, de l'avenir. Pour un pays et un État qui est dans un état de droit, eh bien, la santé de sa population est certes très importante, mais la santé des étudiants, des élèves et des étudiants est encore quelque chose de beaucoup plus important, car il s'agit de l'avenir de la nation. Eh bien, la parole, c'est cette faculté d'exprimer et de communiquer la pensée au moyen du système des sons du langage articulé émis par les organes phonateurs. Je pense que la majorité d'entre nous sont des linguistes et ils se retrouvent. La voix est l'ensemble des sons produits par les vibrations des cordes vocales. Alors on parle d'organes de la parole, d'apprentissage de la parole, être doué de la parole, être privé de l'usage de la parole et avoir des troubles de la parole. L'audition, par contre, c'est la perception des sons que la parole va émettre par un organe de réception de ces sons qui est l'oreille. Le milieu estudiantin, c'est tout ce qui a donc relatif, tout ce qui est relatif ou tout ce qui concerne l'étudiant. L'étudiant, c'est quelqu'un qui a fait d'abord une formation de base, qui a eu un diplôme de baccalauréat et qui est entré à l'université. Les autres sont des élèves avant le bac, et après le bac, on devient étudiant. Ce n'est pas parce qu'on n'étudiait pas avant, mais ça veut dire, un étudiant, ça veut dire quelqu'un de responsable. Quelqu'un qui va faire des études pour acquérir un diplôme, pour commencer à travailler, commencer à être productif. Normalement, après le bac, on n'est pas productif, on a juste un diplôme de base qui permet donc de rentrer dans ce monde. Et pour beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, ce monde étudiant, évidemment, c'est la partie la plus importante de notre vie, parce que c'est là qu'on va tout construire, ou qu'on va tout détruire. Ça dépend. Et tout le futur du milieu du travail va être basé sur le succès de cette partie importante qui est la partie étudiante. C'est une partie étudiante qui dure maintenant 4, 5, 6, 7. Avec le LMD, vous êtes presque étudiant en vie, pratiquement. Et puis dedans, vous avez aussi des personnes, un autre groupe de personnes qui participent à cette vie étudiante. Ce sont les enseignants, ce sont les éducateurs. Parce que dans cette vie étudiante, il n'y a pas que les études. Il y a aussi le sport, la culture, le social, l'associatif et tout ce qui participe au fait que vous êtes dans un milieu où vous devez étudier dans des conditions acceptables, satisfaisantes. Vous devez aussi avoir une hygiène de vie dans ce milieu. Mais en fait, comment on communique? Et communiquer, c'est quoi? Communiquer, c'est établir et maintenir une relation entre deux éléments. Un qui va émettre, en ce qui nous concerne par la parole, et un qui va recevoir, c'est l'oreille de celui qui nous écoute. Mais entre les deux, il y a des codes qui vont se créer, et ces éléments codés doivent être connus des deux parties. C'est-à-dire que quand vous parlez, quand quelqu'un vous parle, il faut qu'il parle dans une langue que vous comprenez, que vous avez appris, que vous avez intégrée, et ainsi, les codes de cette langue, vous pouvez les décoder. Parce que vous allez voir qu'on peut entendre sans comprendre, et alors il faut comprendre ce qu'on entend. Donc vous avez du langage qui est soit oral, c'est la parole, soit écrit, c'est l'écriture, soit la gestuelle, c'est l'attitude, c'est le regard, et souvent c'est cette partie qui est quelquefois mal comprise et mal interprétée parce que celui qui a une attitude ou un regard vers vous ne vous a pas dit avant cela qu'est-ce que ce regard et qu'est-ce que cette attitude veut dire. Donc vous n'avez pas les codes
Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous interprétez, et souvent, cela n'est pas tout à fait exact, et va entraîner un certain nombre de palabres. En fait, tout ce qui peut constituer un signal, n'est-ce pas, constitue un langage. Mais quand l'organisme est fait de telle sorte que vous avez plusieurs entrées et plusieurs sorties et plusieurs manifestations de la pensée, et donc vous allez avoir un message qui va être un message. Prenons d'abord, la parole a été émise, elle va être captée par l'audition. Ce message auditif va aller au niveau du cerveau pour qu'on voit un peu de quoi ça veut dire, pour que la pensée s'organise par rapport à ce qu'on a entendu. Et ensuite, l'expression va se faire soit par la parole, soit par l'écrit. Mais vous pouvez aussi, par le visuel, en lisant, émettre une parole qui va venir vers une audition pour être comprise. Donc, si vous émettez aussi un écrit, eh bien le visuel va détecter cet écrit et peut le transformer en parole, c'est la lecture. Donc, vous voyez que c'est toute une boucle entre tous ces organes. Les troubles de la parole et de l'audition comme un frein à l'éducation, à l'enseignement et aux études. Pourquoi le fait qu'on n'arrive pas à parler ou qu'on n'arrive pas à parler correctement, et là j'intègre par exemple le bégaiement, par exemple, ou le fait qu'on n'entende pas bien, eh bien, peut être un frein ou peut même empêcher les études et empêcher la vie estudiantine. C'est pour cela qu'à la fin, vous allez voir que nous allons insister sur la nécessité de la sensibilisation que nous sommes en train de faire aujourd'hui et que vous allez devenir, après, nous l'espérons, des propagateurs de cette parole et le dépistage qui peut se faire et qui peut s'organiser en fonction surtout de vos associations et par vos associations en collaboration avec nous, avec des choses simples. Et à la fin, vous allez voir un petit reportage où vous allez voir que nous allons faire, vous montrer que nous faisons même un dépistage sous des manguiers, dans des villages, ça, ce n'est pas le milieu étudiantin qui va être donc un problème. Et puis pour ceux qui auraient des problèmes, eh bien nous pouvons vous aider, vous orienter, vous donner des informations pour que vous ayez une prise en charge, hein, parce que je peux vous dire et vous garantir aujourd'hui, maintenant, tout de suite, en vous disant que aucun trouble de l'audition n'est pas gérable. Tous les troubles de l'audition sont gérables. Il suffit simplement qu'on sache ce que c'est. Et donc l'organisation vous remercie pour votre présence. Nous allons commencer par les troubles de la parole, parce qu'on s'est dit, on va émettre les sons, c'est après qu'on va écouter. Donc commençons par la parole. Alors le trouble de la parole, en fait, pour nous, en prenant la parole dans le sens de l'émission de la voix et de l'articulation, pour une émission de sons, de mots, de phrases, la dysphonie est la modification de la voix. Cette dysphonie peut aller jusqu'à ce que la voix soit disparaisse complètement, ce qu'on appelle l'aphonie. Mais une fois que le patient nous présente cela, on va se renseigner un peu sur son ambiance de vie. Parce que c'est vrai que la voix est donnée par les cordes vocales, mais il y a tellement d'ambiance autour de cet organe, ces cordes vocales, qui impactent son fonctionnement, son ambiance de vie, les conditions de travail, les fumées, la poussière, ici je peux dire les fumées, je peux dire la cigarette, le tabac, la drogue. Les professionnels de la voix, que sont les enseignants. Vous savez, à force de parler pendant toute la journée, on peut avoir des problèmes au niveau de la voix, mais aussi les journalistes, surtout la presse parlée, les chanteurs.
sont des professionnels de la voix. Et puis le malmenage vocal, c'est-à-dire l'utilisation excessive de sa voix de manière non judicieuse. Je pense surtout aux braves mamans qui sont là, qui vont parler toute la journée, parler sur la bonne, parler sur les enfants, parler au travail, parler sur le mari qui rentre très tôt, à 4 h du matin. Donc, vous voyez que, avant de parler longtemps, parler tout le temps, eh bien, les cordes vocales vont être donc perturbées. Donc, il faut s'informer surtout aussi les intoxications de l'alcool et du tabac. Et je sais que les premières d'indépendance de la vie estudiantine, c'est l'alcool et le tabac. Il faut qu'on fume comme les amis, il faut qu'on boive un peu comme les amis. Ce n'est pas une bière de temps en temps, mais c'est l'utilisation abusive de l'alcool. Alors, dès que le patient arrive, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, nous allons aller regarder ses cordes vocales avec cet appareil qu'on appelle le fibroscope. On met ça dans le nez, et puis ça descend, et on va voir les cordes vocales. J'espère que tout le monde voit le schéma. Et voilà des cordes vocales normales. Vous voyez? Voilà les deux cordes vocales normales. Ça, c'est la partie en avant, ça, c'est la partie en arrière. Et ce sont deux muscles, comme ça, qui sont tendus entre deux cartilages du larynx, le larynx étant la partie de la gorge qui est située entre le pharynx en haut, c'est-à-dire l'arrière de la bouche, et qui part pour nous, c'est le départ donc des voies aériennes avec ensuite en dessous la trachée. Je crois que tout le monde connaît cette zone. Mais dans cette zone, il peut y avoir des problèmes qui sont des problèmes, soit des problèmes organiques, soit des problèmes fonctionnels. Dans les problèmes organiques, c'est les cordes vocales qui ne sont pas bien, qui sont malades. Mais dans les problèmes fonctionnels, les cordes vocales, quand vous les regardez, apparemment, elles sont satisfaisantes. Mais c'est dans le fonctionnement de ces cordes vocales qu'il y a problème. Alors d'abord, quand c'est organique, le premier problème, ce sont les infections. Les laryngites, la voix ne sort plus. Ces laryngites-là, ce sont des infections au niveau des cordes vocales. Vous voyez les cordes vocales qui deviennent rouges et qui deviennent augmentées de volume, sont très augmentées de volume et très rougeâtres. Donc la voix ne sort plus, la parole ne peut plus se faire. Vous avez aussi des tumeurs. Vous voyez ces petites tumeurs bénignes là. Ce sont ces nodules. Et ces nodules-là se développent beaucoup lorsqu'on parle longtemps, lorsqu'on parle fort, lorsqu'on crie. Voilà. Donc vous parlez doucement. Et je suis chaque fois frappé dans notre culture. On est à 1 mètre et demi. Mais on va crier comme si, dès qu'on est en colère, on va crier comme si il ne faut pas crier. Il faut parler tranquillement, calmement. Sinon, vous voyez que les cordes vocales ne peuvent plus se rapprocher pour que vous puissiez parler. Ah, je me rends compte que j'ai oublié de vous expliquer comment ces choses se passent. C'est-à-dire que dans l'expiration, le souffle d'air qui vient des poumons va venir frapper les cordes vocales qui sont fermées, et le fait que les cordes vocales soient fermées, eh bien, cela va déterminer un son par l'air qui force le passage au niveau des cordes vocales. Et ce son va être augmenté par les cavités de résonance que sont les sinus, les fosses nasales et le pharynx. Et l'articulation va se mettre en place avec la langue qui va se poser sur les dents pour faire des dentales, sur les lèvres pour faire des labiales, sur le palais pour faire des palatales, etc. Et donc, le système de base, ce sont ces cordes vocales qui vont s'écarter pour que vous respirez et se rapprocher pour que vous parlez. Donc, vous voyez que là, quand il y a les petites nodules comme ça, elles n'arrivent pas à bien se fermer, donc la voix va avoir tendance à disparaître. Mais il y a plus grave que ça. Il y a plus grave que ça, il y a les tumeurs malignes, les cancers des cordes vocales. Ce sont
ces plaies au niveau des cordes vocales, j'allais dire, ces tumeurs au niveau des cordes vocales, eh bien, là, vous allez avoir une diminution de la voix jusqu'à ce que la voix disparaisse complètement, progressivement, pendant plusieurs mois, plusieurs années. Mais ça, normalement, c'est visible chez des adultes de l'ordre de 40, 50 ans, 60 ans, la plupart des cas. Mais maintenant, on peut voir ces pathologies-là, ces maladies-là chez des sujets plus jeunes, parce que ce qui favorise ces pathologies, c'est la cigarette et l'alcool. Donc quand vous avez commencé à 10 ans, à 12 ans, à 15 ans, si vous ajoutez 20 ans, ça fait combien? 45 ans, 40, 45 ans. En 20 ans de consommation d'alcool et de tabac, vous êtes opérationnel pour avoir un cancer tranquillement. Ah oui. Donc, pour ceux qui fument, essayez d'arrêter. Pour ceux qui boivent beaucoup d'alcool, essayez d'arrêter. Et de cette fois, j'aimerais essayer pour éviter ça. Donc, vous avez aussi des cordes vocales qui deviennent, j'allais dire, insuffisantes. C'est-à-dire que les deux cordes vocales doivent se rapprocher. Quand il y a une qui ne peut pas, parce que là, vous voyez, elle est devenue plus fine, eh bien, l'autre corde vocale va grossir pour venir compenser. Donc, il va y avoir donc une corde vocale qui a grossi, l'autre qui est toute petite. Mais le système ne suffit pas parce que la jonction des deux cordes vocales n'arrive pas à se faire et eh bien, le mouvement de coordination des cordes vocales est perturbé et vous n'arrivez pas donc à parler. Et puis lorsque vous criez très fort, lorsque vous parlez longtemps, eh bien les cordes vocales vont se fatiguer. Et elles vont avoir des plaies, comme ici. Elles vont avoir des bulles d'œdème, c'est de l'eau qui est dedans. Elles vont être tellement tendues qu'il va y avoir des déchirements des cordes vocales. Il vous est arrivé peut-être des fois un moment de crier tellement fort, et puis la seconde d'après, vous n'avez plus la possibilité de parler. Et ça, je m'adresse à ceux qui font du théâtre, à ceux qui font de la vocalise, à ceux qui chantent. Il faut faire très attention, il faut d'abord étudier comment avoir les professionnels des orthophonistes, comment vocaliser pour que vos cordes vocales prennent de la tonicité et qu'il n'y ait pas d'irritation des cordes vocales, parce que si vous arrivez à ce niveau-là, nous, la seule chose qu'on peut vous dire d'abord, c'est d'arrêter de chanter et d'arrêter de parler. Et on le voit souvent dans les chorales, où le maître de chœur n'arrive pas à vous mettre dans la gamme que vous voulez. Où il y a des femmes, elles ne peuvent pas avoir une gamme aiguë. Elles veulent absolument chanter en aigu pour qu'elles soient devant. Là. Voilà. Sinon, on les met derrière. Un force et puis un moment, ça se déchire comme ça. Et là, c'est définitif. Maintenant, lorsque les cordes vocales sont normales, mais que votre voix ne sort pas et qu'il n'y a pas de parole, c'est qu'il y a d'autres problèmes. Des fois, c'est des troubles psychiques, c'est-à-dire que c'est la commande qui ne se fait pas bien. Ou bien des troubles affectifs. Voilà. Vous avez eu un gourmet, et puis ça a coupé votre voix. Vous dites la musique, qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien le gars aussi, non, parce qu'il y a un gars aussi qui fait la go, mélange le gars. Le gars est mélangé, il ne peut plus parler. Donc voilà. Donc soyez réel et vrai dans les rapports humains. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas, mais il ne faut pas faire semblant. Amen. Amen. Et puis il y en a aussi qui font de l'hystérie. Voilà. Elle a un choc affectif, un décès, je dis elle parce que c'est souvent les femmes, eh bien la voix ne sort plus. Elle veut attirer l'attention, mais ce n'est pas une pathologie. Hein? Il y en a comme ça, quand les hospitalisent, le gars arrive, quand on ne les hospitalise pas, le gars n'est plus là. Donc il y a tout ça à gérer. Il y a aussi des troubles endocriniens, hein? C'est la voix, c'est pas civile, c'est la voix virile plutôt que civile de la femme. Hein? Les femmes qui ont des voix graves. Hein?
Et puis des hommes aussi qui ont des voix de femmes là, qu'on appelle la voix eunuque. De l'homme, les eunuques, c'était des hommes qu'on castrait pour s'occuper, on leur enlevait les testicules pour s'occuper des femmes dans les harems. Voilà. Donc il y a des hommes comme ça aussi, des fois, qui veulent plus être hommes, ils veulent devenir femmes, donc ils se font des injections pour. Donc ils ont une voix qui est fine. Et puis ceux qui ont une autre manière d'exprimer leur sexualité, par l'homosexualité masculine, où ils se prennent des manières et des voix de femmes. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire sur les troubles de la parole. Il y a beaucoup de choses à dire, mais c'était l'essentiel. Nous allons maintenant, une fois que cette parole a été émise, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans l'air, vous allez avoir des particules qui vont se déplacer et vont déterminer ce qu'on appelle l'onde sonore. De la bouche va sortir une onde sonore. Mais l'onde sonore, c'est comme dans l'atmosphère, vous avez des particules. Et chaque particule va prendre l'onde de la particule précédente et la transmettre à la particule suivante, jusqu'à ce que ce onde sonore arrive au niveau de vos oreilles. Et c'est ainsi, car au niveau de vos oreilles va arriver l'onde sonore, provenant de tout le processus que nous venons de voir. L'audition humaine est la capacité des êtres vivants, ce n'est pas des hommes seulement, des êtres vivants et des êtres humains, à entendre et à interpréter les sons. L'organe de l'oreille, de l'audition, est l'oreille. Cet organe de chaque côté de la tête. Et nous allons voir donc l'anatomie de l'oreille. Nous allons voir un peu comment ça fonctionne normalement. Quand ça ne fonctionne pas, le signe, quand on dit je n'entends pas, c'est ce qu'on appelle l'hypoacousie. Et nous allons essayer de voir un peu quelques différents types de surdité et éventuellement les points. Voilà ce bel organe. Un organe extraordinaire, qui est de chaque côté de la tête, qui est positionné dans un os qu'on appelle le rocher, parce que c'est l'os le plus dur de l'organisme. Et comme l'oreille est un organe extrêmement précieux, Dieu l'a mis dans un os très très dur. Ça ne se casse pas comme ça. C'est pas accident. Et même quand ça se casse, ça ne se déplace pas. Ça reste bloqué comme ça. Alors dedans, nous avons trois parties. De l'extérieur vers l'intérieur. L'oreille externe, c'est ce qu'on voit, le pavillon de l'oreille et le conduit auditif externe. La deuxième partie, c'est l'oreille moyenne, qui comprend donc la caisse du tympan, c'est cette caisse-là, qui est reliée par derrière le nez, par ce tuyau-là qu'on appelle la trompe auditive, et qui contient la chaîne tympano-auriculaire, tympan, marteau, enclume, étrier, et qui va donc donner suite à l'oreille interne, c'est cet escargot-là, qui contient toutes les cellules de l'audition. Les cellules de l'audition sont situées à la base de tout ce tuyau-là, qui s'enroule dans ce petit escargot-là, qu'on appelle la cochlée. Et de là va partir le nerf auditif, qui va aller au niveau du cerveau, pour transmettre le message de l'air, au niveau de l'air auditif dans le cerveau. Eh bien, comment ça fonctionne? Alors, c'est un organe extraordinaire parce que il va recevoir des ondes sonores qui vont frapper le pavillon de l'oreille. Et vous avez vu comment Dieu a fait le pavillon de l'oreille, on dirait une antenne parabolique. Donc, les sons vont frapper le pavillon de l'oreille et entrer dans le conduit de manière maximum. Si le conduit est libre, il faut que le conduit soit libre, eh bien vous frappez la membrane tympanique. Mais vous voyez, le tympan, le marteau, l'enclume et l'étrier, tout ça, ils sont liés. Donc, elle va faire vibrer la membrane tympanique, il va faire vibrer le marteau, vibrer l'enclume, vibrer l'étrier.
Et au bout de l'étrier, il y a une membrane qu'on appelle la fenêtre ovale. Et de cette membrane-là, c'est un tuyau qui va continuer dans tout l'escargot que je vous ai montré tout à l'heure, pour revenir en bout de piste par ce qu'on appelle la fenêtre ronde qui se situe au niveau de la caisse du tympan. C'est-à-dire qu'ici, l'étrier est collé à la fenêtre ovale et le tuyau va monter comme ça dans l'escargot et revenir. En fait, il y a deux tuyaux et revenir se coller ici au niveau de la fenêtre ronde. Ça veut dire que si on appuie sur la fenêtre ovale, le liquide qui est dedans va se déplacer et revenir bomber au niveau de la fenêtre ronde. Et quand la fenêtre ronde va s'appuyer, va s'enfoncer, l'eau va repartir dans le sens inverse. Donc, si déjà vous voyez, cette énergie sonore qu'on ne voyait pas, et bien s'est transformée en énergie mécanique avec le mouvement du tympan, des osselets et le déplacement de liquide dans l'oreille interne. Jusque-là, ça peut aller. Maintenant, quand le liquide se déplace, les cellules de l'audition sont placées tout le long de ce tuyau-là, que l'on voit ici. Tout le long de ce tuyau, les cellules de l'audition sont placées là. Les cellules qui font qu'on entende. Mais je vais me lever parce que les cellules de l'audition, c'est comme... Qu'est-ce que je veux pas comme exemple? Excusez-moi. Vous voyez la tête de cette jeune dame? C'est comme les cellules de l'audition qui sont là. Et puis la voisine va soulever ses cheveux. Voilà. Parce que soulevez bien. Voilà, levez bien. Voilà, alors. Mais c'est beaucoup de l'image parce que la cellule, elle est comme ça, à droite, c'est les yeux. Le voisin. Et puis, au-dessus de la cellule, il y a des cils. Voilà. Il y a des cils. Et puis l'eau va faire bouger les cils. Faire bouger. C'est l'occasion unique que Dieu a. Voilà. Et quand les cils vont bouger comme ça, eh bien, il va y avoir un échange qui a fait physiologie animale. Un échange ionique, entrée de sodium de la cellule, sortie de potassium, hyperpolarisation, dépolarisation, création de potentiel d'action, création de l'influx nerveux. Voilà, terminal D. Et donc, le message qui était sonore, qui était devenu mécanique, est devenu maintenant électrique. Et ce message va passer par le nerf auditif, aller au niveau du cerveau, dans une partie du cerveau qu'on appelle l'aire AIRE, l'aire auditive. Et c'est là que vous allez entendre. Mais ce n'est pas suffisant d'entendre. L'aire auditive va transmettre le message à l'aire de l'apprentissage où tout est stocké là-bas. Tout ce que vous avez appris, bossé, depuis que vous êtes fœtus même. Avant de naître même, il y a des informations qui commencent à se stocker là-bas. Eh bien, pour la reconnaissance du message, vous dites, mais j'ai entendu quoi? Donc c'est là-bas que vous allez maintenant comprendre ce que vous avez entendu. Et l'aire de la compréhension va envoyer un feedback à l'aire de l'audition pour dire, oui, voilà ce que ton message que tu m'as envoyé veut dire. L'aire de l'audition va maintenant envoyer un message aux cellules de l'audition pour dire, oui les gars, le boulot est bon, c'est clair, c'est propre. Si ce n'est pas ça, alors vous n'avez pas compris. Donc vous allez demander soit de répéter pour que le message soit plus important, soit vous allez être un peu dans une certaine expectative. Voilà pourquoi, en temps de comprendre, il y a un monde. Et tant que vous n'avez pas vérifié que la personne avec qui vous parlez a entendu et compris, c'est un problème. C'est un problème. Et voilà pourquoi il faut que la personne avec qui vous parlez, avec qui vous discutez,
non seulement les codes pour décoder le message que vous envoyez, et que ces codes soient stockés dans sa zone d'apprentissage, mais que le circuit que je viens de décrire soit impeccable, pour qu'elle entende, pour qu'elle comprenne, pour qu'elle vous le rende, et que vous vérifiez que ce que vous lui avez dit, elle a compris comme vous voulez qu'elle comprenne. Et d'ainsi, votre système de mise en route de la parole et votre système d'intégration du message de la parole qui a été dit est intégré par l'audition, si ces deux systèmes ne fonctionnent pas, vous êtes en incompréhension. Et vous vous quittez en vous disant que vous êtes compris, mais chacun a compris ce qu'il veut comprendre. Et ça peut être à la base de beaucoup de problèmes. Le professeur qui est là, qui émet un message, vous êtes là, vous le regardez. Ok. Mais la vue, c'est pour vérifier. Vous écoutez. Pas très bien. Vous écrivez. Pas très bien ce que vous avez écouté. Vous regardez sur votre voisin qui lui aussi a ses problèmes que vous ne savez pas. C'est pas facile, hein? À la fin, vous avez un message écrit sur votre papier qui devait être égal au message parlé du professeur et il y a discordance. Donc le professeur dit, bon, moi je vais vous donner un polycope. Bon, il vous donne un polycope. Les mots qu'il a utilisés là-bas, ce n'est pas toujours les mots qu'il a utilisés ici. Donc, et si vous allez faire une révision, alors là aussi c'est compliqué, je fais une petite aparté avant de continuer. Vous allez réviser un cours. Ça veut dire quoi? Vous allez lire quelque chose ou visualiser un film ou bien écouter le cours du professeur. Et ensuite, il faut maintenant que vous intégrez ça. Il faut que ça rentre dans le système, dans la zone de l'apprentissage. Et pour faire rentrer ça dans la zone de l'apprentissage, il faut que ça ait dans des conditions. Moi, très souvent, je suis un peu surpris quand je vois les étudiants au bord de la route, avec les voitures qui passent, avec les gens qui passent, en train de bosser. Mais le message que vous êtes en train de tenter d'intégrer, il est perturbé et il est, j'allais dire, parasité par tout ce qui se passe autour de vous. J'ai toujours estimé que c'était dans une salle calme et dans une ambiance tranquille que vous puissiez mobiliser au maximum votre esprit. Or, si vous êtes en train de bosser, qu'il y a des bruits qui viennent de l'extérieur, il y a d'autres qui font de la musique par-ci, par-là, il y a des voitures qui passent, il y a les gens qui passent. Quand vous allez avoir à rendre la copie, à un certain moment, votre message est bloqué. Et c'est là que vous levez les yeux vers le ciel pour essayer de vous rappeler ce que vous avez bossé là. Vous êtes bloqué et vous voyez bon, quelqu'un qui passait, la voiture qui continue, bon, la musique à côté. Non, c'est dur, c'est dur. Bien, alors nous allons continuer. Donc, voilà comment vous avez entendu ce qu'on vous a dit. Donc, la diminution de cette perception auditive va ce qu'on a appelé l'hypoacousie. Et la diminution peut se faire de plusieurs manières. Parce qu'au niveau du cerveau, le message peut arriver habituellement par la voie aérienne, donc par la voie que je vous ai décrite. Donc du conduit auditif, en passant par la caisse du tympan et les cellules arrivées aux cellules de l'audition. Mais le message peut passer par l'os, par la voie osseuse. Et c'est surtout les vibrations. Et c'est pour ça que les gens qui sont sourds, ils arrivent à danser. Parce que dans le son tout à l'heure, il va y avoir peut-être de la musique. Vous allez voir que, ok, on entend, parce qu'il y a des ondes sonores, mais quand il y a des vibrations aussi qui vont passer par le sol et qui vont arriver aussi sur notre peau, qui vont pouvoir nous atteindre. Et surtout, les vibrations de voix graves, enfin de sons graves. Donc, on peut atteindre aussi les cellules de l'audition sans passer par ce système de voie aérienne. Alors, c'est pour ça que vous allez avoir, si le problème se trouve au niveau de conduit auditif externe, ou bien au niveau de la caisse du tympan, quel est le problème qui va se poser? C'est la transmission du son qui va avoir un problème. Le son ne va pas arriver au niveau des cellules de l'audition. C'est la transmission du son qui est le problème. Donc, c'est une surdité de transmission. Maintenant, si ce sont les cellules de l'audition qui sont malades,
c'est l'oreille interne qui est malade, on va dire, c'est une surdité de perception. C'est la perception du son qui est. Et si les deux sont associés, on dit que c'est une surdité mixte. Mais vous savez, comme très souvent, vous êtes avec des camarades et des amis, quand l'audition est abaissée, l'audition va appeler tous ses amis à côté. Donc, ça peut être associé à des bourdonnements d'oreilles. Vous êtes là, et puis il y a des sons qui viennent dans l'oreille là-bas. Ou bien vous allez pouvoir avoir l'oreille qui coule. Ou bien vous pouvez avoir une douleur de l'oreille, et ça fait très très mal. Ou bien vous pouvez avoir des vertiges. Donc si vous avez tous ces signes-là, venez à la consultation parce que l'oreille a un problème. Donc que va faire le médecin? Il va regarder le conduit auditif en vous faisant ce qu'on appelle une otoscopie. Il prend cet appareil-là qu'on appelle un otoscope, il y a la lumière qui va venir et il va regarder dans vos conduits. Il regarde le conduit et il regarde le tympan. Soit il voit le tympan directement, soit dans le conduit il y a des saletés, il va nettoyer le conduit, ce qu'on appelle lavage d'oreille, et il va donc regarder le tympan. Quand on a fait les enquêtes dans les écoles, à peu près 60 à 70% des enfants qui sont dans les écoles ont des bouchons de cérumen, ont des saletés dans l'oreille. Alors il regarde, il va voir un tympan normal, voilà, blanc nacré, avec le manche du manteau qu'on voit ici. Et puis ici, ça devient rouge. Là, ça commence à s'infecter. C'est ce qu'on appelle une otite moyenne aiguë congestive, parce que ça devient inflammatoire. Après, le puits se fait derrière, c'est ce qu'on appelle une otite moyenne collective. Et puis le puits va forcer le tympan et le tympan va se perforer. Là, maintenant, l'oreille coule. Quand vous voyez vos camarades qui ont l'oreille qui coule, il faut leur demander d'aller à l'infirmerie rapidement. Ok? Et maintenant, le médecin va essayer de voir quelle est votre audition. Avec cet appareil, qu'on appelle le lumètre, il va vous faire un audiogramme qui va permettre de voir quel type de surdité vous avez, soit de transmission, soit de perception, soit mixte, et voir quelle est la gravité de votre surdité. Alors, on estime que entre 0 et 20 décibels, c'est-à-dire si on envoie un son de 20 décibels et que vous entendez, votre audition peut être considérée comme normale. Si on a lieu d'envoyer un son de 20 à 40 décibels, c'est que votre surdité est légère. Entre 40 et 70 décibels, votre surdité est moyenne. Entre 70 et 90 décibels, votre surdité est sévère. Et en dessous de 90 décibels, votre surdité elle est profonde. Donc voilà un peu comment on met la gravité des troubles auditifs. Maintenant, nous allons essayer de vous donner quelques causes, quelques raisons pour lesquelles on peut avoir. La première raison, dans le milieu étudiantin et scolaire, ce sont les bouchons de cérumen. Vous voyez, le cérumen, c'est cette substance marronnée-là qui est fabriquée par le conduit auditif externe et qui est dans toutes les oreilles. Mais ça, quand c'est fabriqué, c'est liquide ou légèrement pâteux, donc ça s'écoule par le conduit vers l'extérieur quand vous lavez. Voilà. Donc, il ne faut pas mettre de cotonnettes dans cette oreille. Les cotonnettes sont inutiles parce que ça va dessécher le cérumen et enfoncer le cérumen au fond de l'oreille. Et parce que vous avez l'oreille remplie de cérumen, vous n'allez plus entendre les coups. Donc si vous êtes au fond, vous allez venir devant. Vous n'allez pas entendre toujours aussi. Donc ça va perturber parce qu'il y a des parties du coup que vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas pris de notes. Donc du coup, votre coup il est incomplet. Et quand vous discutez avec vos camarades, vous n'entendez pas. Mais quand vous êtes des fois assis, vous avez l'impression que l'oreille est remplie de quelque chose. Ça gêne. Voilà. Donc allez voir le médecin ou l'infirmier, il va vous laver l'oreille. Vous lavez l'oreille, c'est pas compliqué, on met un petit produit dedans et puis on envoie un jet d'eau. Voilà. Maintenant l'oreille là, c'est que pas la peine de mettre des trucs dedans, bic, dedans, capuchon, bois, plume de poulet. Vous avez raison, plume de poulet là,
c'est cette zone ici, là, où je mets le curseur. Là. Ça s'appelle la zone de Ramsey 1. Comme Dieu veut que nous aussi, on ait de temps en temps des plaisirs, pour que parce que la vie aussi est dure, donc de temps en temps, il faut avoir des plaisirs. Donc il a mis ici des cellules bizarres, là, des cellules nerveuses, là, qui font que c'est une zone agréable. Mais n'allez pas mettre n'importe quoi là-bas. Hein? Sinon, ça devient comme ça, bouchon de cérumen. Si vous regardez chez vos voisins, il y en a peut-être qui ont ça, et puis ils se promènent, et puis... Donc, il faut laver ça. Hein? Venez, on va laver, et puis voilà, ça va... Ou bien l'oreille peut couler. Ça peut couler. Hein? Ou bien il peut avoir des corps étrangers. Des cailloux, des bouts de bois, des insectes. Les petits cafards, là, les bébés cafards, là, ils aiment ça. Quand vous dormez là, comme vos chambres là, les chambres sont humides. Les draps ne sont pas lavés tout le temps. Les draps ne sont pas changés souvent, surtout les garçons là. Il y a des chaussures, il y a des habits, ils portent des habits là-bas, ils secouent seulement et puis... Donc il y a une humidité, il y a la saleté, il y a la poussière qui fait que les cafards aiment ça. Donc quand vous dormez là, ils passent, hop, ils rentrent dans les oreilles, ils bouffent les cérumen. Donc tous les soirs, ils viennent prendre une petite dose de ça. Après, quand il est là-bas, il ne sait plus comment sortir. C'est là que vous êtes réveillé, vous êtes gêné. Hein, bon, quand c'est ça, ne paniquez pas, c'est très douloureux. Avec les insectes, ils bougent beaucoup. Donc quand ils vont, normalement, quand vous arrivez à l'infirmerie, on va mettre un peu de déter sur un coton. On met à l'entrée comme ça, on pose à l'entrée du conduit, et puis ça va l'endormir. Ensuite, on fait un lavage, on l'enlève à la pince. Voilà. Donc, pulvérisez vos chambres un peu de temps en temps avec des baïgons, des trucs comme ça. Si vous pouvez, dormez sous une moustiquaire, de préférence imprégnée. Ça va vous éviter le palu, la dengue, actuellement qui est là. Hein? C'est une pathologie très dangereuse. Donc, dormez sous moustiquaire imprégnée. Il faut même que c'est donné cadeau dans nos structures de santé. Hein, donc. Bon, ça vous avez vu, hein, l'infection de l'oreille, les otites moyennes aiguës. Là, c'est lorsque c'est chronique. Quand c'est chronique, là, le tympan est perforé depuis des années, ça roule, des fois ça s'arrête, ça reprend. Ça fait pas mal. Donc, venez, on va vous faire une opération pour fermer ça. Hein, sinon, comme c'est directement avec l'extérieur, ça s'infecte souvent. Bon, quand vous avez des accidents aussi, quelquefois que le rocher est fracturé, effectivement, ça aussi, ça peut entraîner des troubles de l'audition. Alors, le problème du blast, c'est que c'est des explosions. Hein, des explosions. Bon, ça, les étudiants connaissent bien avec les gaz lacrymogènes. Ou bien les gifles. Mais il ne faut pas gifler, parce que quand vous giflez, l'air rentre sous pression dans l'oreille, ça détruit le tympan et tout ça. Hein? Les explosions, eh bien, effectivement, vous pouvez avoir donc des... Vous pouvez avoir aussi des tumeurs, soit, voilà, ça c'est un polype hein, du conduit. Hein? Si vous voyez ça chez votre voisin, il faut vraiment qu'il aille consulter rapidement. Bon, les cancers, ça c'est beaucoup plus rare. Et puis, pour ça, c'était la sûreté de transmission. Pour la sûreté de perception, ça, c'est surtout vos enseignants qui commencent à vieillir et qui ont des cellules de l'audition qui ont commencé à vieillir et à mourir. Vous voyez que progressivement, l'audition va baisser en fonction de l'âge, mais surtout sur les sons aigus que sur les sons graves. Les sons graves sont maintenus longtemps. D'où la nécessité de faire des tests auditifs, parce que vous allez avoir à mettre un appareillage pour ceux qui ont des surdité de perception légère et moyenne, hein, l'appareil qui va augmenter le son et transmettre cela au niveau du conduit. Ou bien pour ceux qui ont des surdités de perception très sévères, eh bien c'est les implants cochléaires, on met des électrodes au niveau de l'oreille interne qui remplacent les cellules de l'audition pour transmettre le message électrique. Donc, il est très important de faire un dépistage, surtout que
l'audition, c'est de 0 à 120 décibels. Et quand ça se détruit progressivement, vous ne vous rendez pas compte. C'est quand vous allez commencer à augmenter la télé, à dire aux gens de répéter, de parler plus fort, que vous allez commencer à vous rendre compte qu'il y a problème. Alors qu'il y a déjà des problèmes ont commencé déjà plus tôt. Donc la nécessité de faire un examen ORL, de faire l'autoscopie, de laver l'oreille éventuellement, et de faire un test auditif et de faire un audiogramme. Et les tests auditifs, nous pouvons les faire dans n'importe quelle structure, dans n'importe quel endroit. L'audiogramme, lui, il a besoin de conditions, bien sûr, de travail d'un laboratoire, d'un cabinet. Maintenant, l'éducation, l'enseignement, les études, les autres activités de la vie estudiantine, des vies estudiantines, excusez-moi, il y a un S là, qui n'est pas là, qui ne devait pas être là. Tout cela, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de vos oreilles pour le sport, pour la culture, pour le social, pour le milieu associatif, pour vivre avec les autres. Vous en avez besoin. Normalement, voilà vos places en train d'étudier et dans les amphis. Donc là, vous en avez encore plus besoin. Hein? Vous êtes ici, qu'est-ce qu'on fait? Moi je parle, vous m'écoutez, et vous allez aussi me parler, moi je dois aussi vous écouter, pour pouvoir qu'on ajuste le message. Donc nous tous nous avons besoin, aussi bien enseignants qu'étudiants, que notre voix et notre parole soient impeccables et que notre audition soit impeccable. Bon, là j'ai pris un peu l'éducation, c'est l'action de guider, de développer, de produire. Il signifie donc plus couramment l'apprentissage, le développement des facultés intellectuelles, morales, physiques, les moyens, les résultats de cette activité de développement. L'éducation humaine inclut les compétences. Ouais, de plus en plus maintenant, on va vers les compétences. Hein, on dit, qu'est-ce que tu sais faire? Des fois maintenant, quand vous dites, moi j'ai tel diplôme, on dit, bon d'accord, mais tu sais faire quoi? Parce qu'il y en a qui ont un diplôme et puis ils ne savent pas faire. C'est pour ça qu'il faut être très attentif à l'apprentissage. L'éducation est considérée comme un élément important du développement des personnes, d'où le développement donc, du droit de l'éducation. Bon, ça, c'est des choses. Éducation et instruction, voilà ce que ça veut dire. La pédagogie aussi et l'enseignement, c'est-à-dire que vous devez transmettre un savoir, un savoir-faire, qui sont des capacités, et un savoir-être, qui sont des attitudes. Donc, c'est par l'audition que se développe le langage. Le langage oral est indispensable à l'acquisition de l'éducation et du message éducatif. Le langage est indispensable donc à ça. J'ai même répété, tellement c'est important. Et donc, le dépistage précoce permettra de déceler à la fois les surdité et les troubles. Donc, une déficience auditive peut provoquer des troubles de la parole, retarder l'acquisition des savoirs fondamentaux. Il est donc indispensable de détecter ces problèmes-là. Et donc, je fais un plaidoyer aujourd'hui pour le dépistage. Pour le dépistage, au niveau de notre organisation, est-ce que vous savez que dans l'organisation, je vous ai dit qu'il y a 90% d'étudiants. Voilà, ils sont là pour certains qui ont mis même le maillot qui gagne. D'autres n'ont pas mis le maillot, mais c'est ça. Ah oui, il faut les applaudir quand même parce que voilà. Et je veux les féliciter. Et j'ai commencé avec eux il y a à peu près 2 ans parce que je donne des cours donc, de pathologie du langage à l'Institut de linguistique appliquée. Je remercie d'ailleurs l'Institut. Et je me suis donc, parce que les ORL sont occupés, on n'est qu'une soixantaine pour toute la Côte d'Ivoire. Les infirmiers sont occupés, ils sont au travail, donc avec qui on pouvait monter quelque chose, c'est eux. Et eux, je leur ai appris à regarder un tympan, à examiner une gorge, à examiner un nez. Ils ne sont pas médecins, ils ne sont même pas infirmiers, mais c'est une reconnaissance. Il suffit de savoir ce qu'il faut reconnaître. Je les ai appris à laver les oreilles, et vous allez voir dans le film, ils lavent très très bien les oreilles. Ah oui, non, ils peuvent prendre le matériel et puis passer de chambre en chambre pour vous laver les oreilles. Ça, enfin, j'aimerais que vous lavez les oreilles. Donc, vous voyez avec eux. Et puis, pour faire le test auditif, nous avons les appareils pour faire le test auditif. On fait le test auditif, c'est sur le terrain, on dit il entend, il n'entend pas. Il entend, il n'entend pas. Ceux qui n'entendent pas là,
C'est là maintenant qu'on les oriente vers les structures pour faire les audiogrammes. Mais quand on va, on ne regarde pas que comme on a regardé la gorge, on peut voir des trucs, des amygdales, on peut regarder le nez, on peut regarder le cou, les voix et tout ça. Donc, toutes ces pathologies-là, eh bien, on peut les détecter et orienter les patients vers les structures de santé. Ça, c'est un problème. Ah, il y en a même ils ne savent pas. Hein. Il y en a par exemple, bon, son enfant l'oreille coule. Quand ça ne coule pas, même moi, c'est normal, même tous les matins, ça coule. Donc, elle pense que c'est normal, que le signe est normal. Et c'est là que, effectivement, nous allons donc pouvoir, par ce plaidoyer et par la sensibilisation, eh bien, de plus en plus, oui, les mamans vont venir envoyer leurs enfants, et vous aussi. Et c'est pour cela que nous sommes là. Pour que vous soyez, j'allais dire, vous allez relayer le message, et vous allez pouvoir informer vos camarades, informer vos familles, pour que vous puissiez aussi nous adresser les patients. Donc, les dépistages, effectivement, doivent être faits le plus précocement possible, et nous voulons donc collaborer avec vos structures associatives pour que nous puissions pouvoir continuer à porter le message et continuer donc cela. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je sais que c'est peut-être un peu trop médical pour certains. Nous allons pouvoir en parler par les questions que vous allez donc me poser. Je vous remercie.